Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 9 du podcast de Hockey sur demande, encore une fois accompagné de Stéphane Grenier d'Entre Chum. Salut Stéphane. Salut Max, comment ça va? Yes, ça va bien. Écoute, on dirait qu'on va se répéter dans les sujets qui vont venir, mais avant tout ça, eh bien, on va y aller évidemment avec notre coup de cœur et notre coup de pied de la semaine. On va parler Yes. du CH, d'où la raison pour laquelle je dis on dirait qu'on répète nos trucs, mais on dirait que c'est la même chose qui se passe de semaine en semaine, mais on va en parler plus en détail dans quelques instants. Parler des Islanders de New York aussi, parce qu'on parle du Canadien qui ont pas mal de blessures, mais la liste des blessés des Islanders est assez incroyable présentement, donc on va discuter en profondeur de ce sujet-là. Et on va closer également avec notre fameux segment sur réception, où je vais te poser 4 belles petites questions. Es-tu prêt à starter ça, mon Stéphane? Yes, sir, on est prêt. Yes, alors on va commencer par les coups de pied cette fois-ci parce que mon coup de cœur, c'est un sujet qu'on va parler un peu plus en profondeur tantôt. Donc, c'est pour ça que je vais me garder ça pour terminer. Donc, j'y allais avec ton coup de pied de la semaine lors des 7 derniers jours dans le monde du hockey. Est-ce que ce sera encore une fois le fer à friser? On va souhaiter que non. J'espère qu'il y a autre chose de plus négatif que ça encore. Non, effectivement. On va y aller assez simple. Moi, je vais aller pour le Jeff Molson. On va aller avec Jeff cette semaine. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en tant que président et propriétaire de l'équipe de hockey, je trouve qu'il y a un laisser-aller. On sait que Georges Larac l'a critiqué ouvertement sur les ondes de 91-9. Il y a aussi beaucoup de columnistes et de journalistes qui l'ont critiqué au cours des années. Donc, tu sais, c'est un peu où est Charlie, mais c'est où est Marc Bergevin depuis quelques temps. Je pense que de laisser l'équipe déserter comme ça pour absolument rien, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a eu des rumeurs d'un achat, d'une vente il y a un mois qui a été démenti 2 semaines après. Que là, la rumeur est repartie encore la semaine passée. Et on a aussi des rumeurs qu'il ne voulait pas sortir des médias à cause que Marc Bergevin il ne savait pas trop s'il voulait le signer puis tout. Donc, je pense que de laisser toute cette équipe-là vague présentement donne un peu des ailes à une mauvaise saison. Sans blâmer Marc Bergevin, peut-être, pas Marc Bergevin, mais Jeff Molson pour la mauvaise qualité d'équipe qu'on a devant nous à Montréal, mais je pense que ça fait partie du problème. Je pense que Jeff Molson, présentement, aide pas l'équipe. Et je vais reculer même pour compléter ton point à plus loin que ça. Mais je peux pas croire qu'il a approuvé la sélection d'un gars comme Logan Mailloux au repêchage, sachant son background et tout ça, qu'on dirait qu'il s'est juste croisé les bras, puis il a dit « OK, allez-y ». Puis, tu sais, honnêtement, là, cette sélection-là n'aurait pas dû se passer. Puis, on dirait que Jeff Molson n'a aucun contrôle de ce qui se passe au sein de son équipe présentement. Puis, on dirait qu'il n'y a aucune décision. Tu sais, c'est lui qui est le grand boss, mais on dirait que ça ne paraît pas tant que ça. Comme tu as Non. mentionné, il est absent au bout. On ne sait aucunement qu'est-ce qui va se passer avec Marc Bergevin. Et puis, tu sais, moi, honnêtement, là, de savoir si Marc Bergevin va être re-signé ou pas, moi, je m'en fous un peu dans le sens que, tu sais, il se passe peut-être des choses à l'interne qu'on ne sait pas. Puis que peut-être qu'eux savent où ils s'en vont, puis nous, non, malheureusement. Rendu là, moi, c'est pas ça qui me dérange le plus, mais ce qui me dérange, c'est à quel point que ça peut affecter les joueurs aussi. Parce que quand tu sais que ton GM, tu ne sais pas s'il va revenir ou pas, bien, il y a certains joueurs qui doivent se dire, ben là, moi, est-ce que je suis encore dans les plans de l'équipe? Tu sais, sachant que, tu sais, je vais prendre un exemple. Mettons, Tyler Toffoli a signé avec le Canadien il y a 2 ans. Ben, pas l'été dernier, mais l'autre d'avant. C'est Marc Bergevin qui l'a signé. Là, sachant que Toffoli, c'est une signature de Bergevin, puis qu'on ne sait pas si Bergevin va revenir, ben, Toffoli doit se dire, ben là, moi, si un nouveau GM, est-ce que je vais être encore dans les plans de l'équipe? Est-ce qu'il va falloir que je prévoie un autre déménagement? Parce que l'autre GM, il ne voudra pas me garder parce que pour lui, je vais être du bois mort. Il y a ça aussi qui peut affecter les joueurs. Donc, j'ose espérer que l'organisation, à l'interne, sait où est-ce qu'on s'en va du côté du Canadien. Mais c'est sûr que nous, en voyant ça de l'extérieur, là, on est complètement perdus. On espère que c'est pas le même aussi à l'interne parce que sinon, le Canadien n'est pas sorti du bois. Ouais, et puis c'est pas pour rien qu'un gars comme Josh Anderson a sorti cette semaine en disant écoute, oui, on en parle dans la chambre, puis oui, ça nous affecte un peu. C'est pas lui qui va faire des buts, là, puis c'est pas. Le but, c'est pas ça, mais excuse-moi, quand t'as pas de direction à partir du haut, peu importe la compagnie du monde où vous travaillez, ça fonctionnera pas. Donc, le blâme n'est pas seulement sur les dirigeants du Canadien, mais ça fait partie d'un tout cette année. Puis, je veux pas, là, c'est dommage à voir. Là. L'équipe n'est pas mauvaise sur papier quand même, puis on devrait pas être aussi loin au classement.
Moi, mon coup de pied de la semaine, en fait, je pourrais quasiment dire coup de pied du mois parce que, en fait, je pourrais quasiment dire coup de pied du début de saison, pour vrai, là. Mais c'est les Flyers de Philadelphie. Qu'est-ce qui se Oh mon passe du Dieu. côté des Flyers? Honnêtement, là, se sont boostés un club cet été. Oui, j'en conviens que Ryan Ellis est blessé depuis un bout. Il a joué genre 5 matchs depuis le début de l'année. Il va revenir en décembre. Mais même en enlevant lui, ils sont allés chercher Cam Atkinson, ils sont allés chercher Ristolainen, Keith Yandel. Ils sont allés chercher des bons éléments, là. On dirait que la sauce n'avait pas pogné dans cette équipe-là. Puis je trouve ça dommage parce que c'était une équipe que je voyais bien rebondir cette année. Mais là, il enchaîne les défaites après défaites depuis le début de la saison. Puis j'ai regardé vite vite le mois de novembre là, des Flyers. Puis ils n'ont pas eu grand victoire dans ce mois-ci. J'ai hâte de voir qu'est-ce Effectivement. qui va se passer avec cette organisation-là parce que malgré tous les ajouts qu'on a fait du côté de Philadelphie, ça fonctionne juste pas du côté des Flyers. C'est triste. On a bien commencé le mois, comme tu dis, puis je vais enrichir un petit peu là-dessus, mais on a perdu contre des grosses équipes, on pourrait dire comme ça. Le problème, je pense, avec eux autres, c'est que la différence entre les meilleurs joueurs, parce que Claude Giroux n'a pas de mauvaise saison, on va se le dire, il a quand même 16 points en 18 rencontres. Sean Couturier continue à faire ses points aussi. Mais on a 5 joueurs en haut de 10 points, puis le reste, c'est tout très bas. Donc, il n'y a pas de facilité entre les trios. Il y a un trio qui fonctionne avec un défenseur qui fonctionne, puis c'est tout. Donc, pour les Flyers, est-ce que c'est vraiment la faute du coaching staff qu'on sait que c'est des Québécois? Euh, donc, est-ce que c'est vraiment ça le problème ou c'est Carter Hart qui ne fait pas la job encore? Donc, est-ce qu'on a encore un problème dans les buts avec Philadelphie? Ça fait des années que c'est un problème. On pense avoir trouvé la solution avec Martin Jones pour épauler Carter Hart, mais Carter Hart ne fonctionne pas encore cette année. Donc, écoute, c'est des games serrés qui perdent. C'est quand même des parties serrées, là, mais en même temps, c'est pas la saison qu'on pensait. Un peu comme nos Islanders. Je vais te laisser aller avec ton coup de cœur maintenant. Qu'est-ce qui a retenu ton attention de façon positive dans le monde du hockey dans les 7 derniers jours? Écoute, on ne s'est pas parlé depuis 2 semaines. Fait que dans le fond, un petit 10 jours. C'est sûr que je voyais que la sélection qui a été faite, le comité qui a été fait là, au niveau de Hockey Québec, qui va chapeauter avec le comité du gouvernement. Je ne suis pas un très grand fan de tout ce qui est gouvernemental habituellement, mais je pense que d'avoir une implication du gouvernement avec du côté du sport va peut-être aider à aller chercher ce qui nous manque au Québec. Je pense que les bonnes personnes sont en place. Il reste à voir s'ils vont être capables de changer les choses ou de travailler les choses. Mais je pense que si je serais le gouvernement présentement, je ne remettrais pas carte sur table puis je ne donnerais pas le all-in, mais je me dirais faudrait peut-être que ça change un petit peu. Puis je pense qu'avec Justin Thibault qui est rendu maintenant avec Hockey Québec, puis on a Marc Denis qui va chapeauter aussi le conseil au niveau du gouvernement, je pense qu'on a 2 bonnes têtes de hockey, 2 personnes qui sont éduquées puis qui sont connues. Donc, ça va être chapeauté de plusieurs personnes. Puis je pense qu'on s'en va vers la bonne direction. Le seul point négatif que j'ai de ça, c'est que je trouve ça un petit peu plate qu'on est obligé d'être rendu là au Québec, qu'on n'est pas capable, moi-même, en étant dans le Hockey Québec, là, je suis dans l'association avec les filles où je joue, que je m'occupe, puis que j'essaie d'aider le plus possible. Puis on voit qu'il y a des grosses lacunes au niveau du hockey, au niveau des apprentissages, au niveau du coach, au niveau de comment on fonctionne overall avec les jeunes. Puis c'est pas juste à partir du junior, c'est pas juste à partir du midget 3 espoir, ça part avant ça. Donc, ils ont vraiment beaucoup de travail à faire, mais je suis pas mal plus motivé que je l'étais, là, mettons, 1 an, à voir ces personnes-là qui sont là. Juste te poser une question, je ne vais pas te mettre on the spot là, Vas-y, vas-y. si tu ne veux pas répondre, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, quand tu dis qu'il y a des trucs qui font défaut, c'est-tu par manque de moyens? C'est-tu par manque de personnes qui se portent volontaires? Tu sais, ce serait où le point à corriger là, dans tout ça? Écoute, tu sais, je pense pas que les personnes qui sont en place sont malhonnêtes. Je peux pas me dire ça garantiment. Je pourrais pas dire non plus que chaque personne est dans la bonne chaise. Ça, c'est une chose qui est différente. Tu sais, si tu prends l'association ici, puis je blâme pas personne, je connais les personnes qui sont là, les gars travaillent tous fort. Les gars et les filles qui sont là travaillent tous fort, qui sont neufs pour diriger toutes les divisions, toutes les équipes dans une ville de 50 000 personnes où ce que je reste, mais en même temps, on n'a pas le support d'Hockey Québec rapidement. C'est difficile, c'est toujours du patronal. Donc, c'est toujours long. C'est ça le problème au Québec. Puis je pense que le problème qu'on a, c'est que les décisions sont longues à prendre. Puis en même temps, il y a des gens qui sont présentement dans des positions qui ne devraient pas être parce que c'est trop de pression, c'est trop difficile, pas assez de connaissances. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de parents. Tu sais, puis on dit souvent que
dans le hockey mineur, la tombe, c'est le pire parce que là, tout le monde pense que c'est des futurs Connor McDavid, puis en même temps, tout le monde pense que les arbitres, c'est des pas bons, puis que les coachs, c'est des pas bons, tu sais. À un moment donné, on fait du bénévolat, puis quand tu joues de double lettre, souvent, c'est des parents qui sont impliqués encore, mais c'est des parents qui ont une base en hockey. Puis moi, je pense que c'est la lacune qu'on a. On essaie tous de monter vers le haut, mais il n'y a pas de formation, on n'a pas de support. C'est vraiment ça que je déplore le plus. Puis j'espère juste que c'est ça qu'ils vont faire. C'est d'apporter du support positif, de montrer à ces gens-là comment aider les jeunes, que ce soit pour jouer à la Ligue nationale, que ce soit juste pour jouer en Europe, que ce soit juste pour jouer pour le fun. Le B, le C, puis le D, puis ça existe aussi. Puis ces jeunes-là veulent s'amuser, veulent avoir le même support que les personnes qui sont peut-être double lettres, qui ont juste moins de talent, tu sais. Fait que pour répondre à ta question vaguement, j'ai fait un peu le tour du pot, là, mais pour répondre à ta question, je pense pas que c'est mal intentionné, mais je pense que les gens sont pas tous à la bonne place, mais on a du travail à faire. C'est Vraiment. un manque d'encadrement aussi, là, de Vraiment. s'assurer que tout le monde est, comme tu dis, dans la bonne chaise, a la bonne formation aussi, qui sont Ouais, puis tu aptes à sais, diriger. Là. c'est pour ça que d'avoir mis Jocelyn Thibault, puis je redoute pas la personne qui était là avant, j'ai pas son nom, là, j'ai un blanc, là, mais Jocelyn Thibault, c'est un gars de hockey, il a joué au hockey, il a joué en Ligue nationale, c'est un gars qui a participé au développement du Québec, c'est un gars qui était dans la pépinière québécoise qu'on avait dans les gardiens de but. Marini, c'est la même chose. Donc, c'est des gars qui ont fait les étapes pour se rendre, mais qui n'ont pas été les super vedettes dans la Ligue nationale. Ils ont été des bons gardiens de but, des bons joueurs, mais eux savent qu'est-ce qu'il faut pour bûcher, qu'est-ce qu'il faut pour monter, puis comment qu'on peut arriver pour monter là. Donc, à cette heure, c'est avec un peu le même principe avec les fameux camps d'entraînement qu'on fait l'été. Là. Tu sais, les jeunes, t'as Joël Bouchard, t'as Kevin Waite avec les gardiens de but. Il y en a tellement, mais à un moment donné, il n'y a pas de structure. C'est chacun fait leur affaire. Puis, tu sais, on va pas jumeler ça pour donner encore plus de chance aux jeunes. Si tu as de l'argent, tu as la chance d'y aller. Si tu n'as pas d'argent, tu y vas pas, puis tu fais le simple lettre. C'est un peu ça que je déplore. Oui, on veut promouvoir l'élite au Québec, puis il faut le promouvoir d'une bonne façon, mais il faut aussi aider cette élite-là à monter vers le haut, puis il faut préparer la prochaine élite. Tu sais, c'est pas parce que le joueur joue à tombe 2A qu'il va faire midget 3 espoir probablement. Là. C'est difficile, c'est quand même 5 ans après. Donc, il faut s'arranger pour que ça s'en aille vers le bon côté. Et qu'en même temps, ça se peut qu'il y ait un joueur qui joue à tombe B ou à tombe C qui sait midget 3 espoir parce que lui, il va avoir mis une plus grande importance ou il va savoir améliorer plus rapidement. Tu sais, moi, corrige-moi si je me trompe, parce que moi, j'ai pas fait le hockey mineur, malheureusement. J'ai pas eu cette chance-là. Mais j'ai toujours l'impression que. Puis, tu sais, je dis peut-être au Québec, mais c'est peut-être aussi à d'autres places. Mais j'ai l'impression que l'élite, entre guillemets, c'est pas tant l'élite au niveau du talent, c'est l'élite au niveau du portefeuille. Je veux dire, si tes parents sont capables de te payer l'inscription de 10 000 $, d'un midget 3A, c'est pas parce que tu es nécessairement bon, c'est juste que tu es. Ben, tu sais, oui, il faut que tu aies un certain talent pour jouer au midget Oh, oui. 3A. Mais moi, je suis pas mal sûr qu'il y en a des joueurs là, qui ont juste pas les moyens de jouer midget 3A et qui seraient bien meilleurs que le bassin qui sont dans le midget 3A présentement. Mais Ouais, il que y en a c'est beaucoup. parce que les parents n'ont pas les moyens de l'inscrire là. Moi, je Ouais. pense que il y a une partie du problème qui part de là aussi. Rendre peut-être le hockey plus accessible. Tu sais, oui, ça coûte cher. Puis honnêtement, je ne sais pas où tout cet argent-là va. Est-ce que ça va dans l'équipement, dans les tournois, puis tout ça? Tu sais, oui, peut-être. Mais il y a sûrement des places qu'on peut couper pour que ça soit un petit peu moins cher, que ce soit plus abordable pour les parents. Parce que non seulement en plus, tu as les inscriptions à payer, mais tu sais, Midget 3A, je pense que l'équipement est pas mal fourni, si je ne me trompe pas, mais tu sais, dans les niveaux inférieurs, il faut qu'en plus, tu t'achètes l'équipement de ton gars qui grandit aux 2 mois. Fait que tu achètes une paire de Ouais. patins en début de saison, l'année d'après, ils ne font même plus. Tu sais, il y a Ouais, c'est tellement de difficile. coûts par rapport à ça. Puis en plus, tu ajoutes les inscriptions qui ne sont pas payables. Fait que, tu C'est sais, je sûr que parle peut-être de c'est travers mon par chapeau région. aussi. Là, Non, mais... non, mais t'as raison. Puis tu sais, moi, quand je jouais au hockey dans le temps, ça coûtait 170$ par année. Puis on joue double lettre. Puis là, à cette heure, juste pour mes gars dans simple lettre, ça coûte 550. Fait que tu le vois, puis là, tu sais, l'un qui est gardien de but, l'autre, oui, c'est Ah, chaque cas est gardien de but en différent, plus, ça puis coûte tu tellement sais, pas cher c'est le correct, stade. là, tu sais. Non, c'est ça, exact. Tu sais, fait que, tu peux pas empêcher les jeunes de jouer parce que c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais en même temps, faut que tu budgètes, t'as pas le choix. Ça va m'avoir coûté peut-être un 3-4 000 cette année juste pour jouer au hockey avec les tournois, tout le kit. On fait des campagnes de financement. C'est sûr, quand les jeunes sont réveillés ou que les parents veulent s'impliquer dans le hockey, mais là, au moins, tu peux faire des campagnes de financement qui vont aider. On l'a fait, nous autres, cette année. Mais oui, tu as raison. Mais il y a aussi. Moi, je vois ça en quartier. En quartier, là, c'est comme 4 coins. Là. Il y a la structure qui est
qui est malheureusement déficiente. Il y a les coûts d'inscription puis les coûts pour les jeunes qui sont très, très, très chers et très exorbitants. Puis là-dessus, si tu fais un tournoi, mettons, comme nous, on s'en va à Québec, là, ça va nous coûter une fortune en hôtel, une fortune en bouffe après ça, puis le voyagement. Puis on fait ça pour les kids. Mais c'est pour ça qu'on fait ça. C'est parce que nous, on l'a fait dans le temps, ça coûtait moins cher, puis on veut profiter de nos enfants de le faire. Mais il y a aussi, comme tu disais tantôt, il faut que tu payes pour être dans l'élite, oui. Mais en même temps, il y a des gamiques aussi. Puis je pense que c'est ça qui fait mal au Québec. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs. Je voudrais ça m'informer avec des amis que j'ai dans l'ouest du Canada ou aux États-Unis, mais je vais en parler probablement cette année parce qu'à cause du podcast, on veut informer les gens le plus qu'on peut, mais tout le monde le sait. On a tous joué au hockey mineur pour la plupart, mettons, sauf toi, Max, mais je veux dire, il y a la Je suis le plupart seul du au monde... Québec qui n'a pas Non, joué mais au hockey. c'était mal sorti. Hein? Mais la plupart des gens qui ont joué le hockey mineur, ils le savent. Malheureusement, c'est une gamique. Puis ça, il faut casser ça parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas la chance de jouer le niveau élite parce que c'est pas le fils d'un tel ou le fils d'une autre personne. Donc, tu vois, moi, je divise ça en 4, le hockey mineur. Puis on a après ça le 4e côté qui est les bonnes personnes qui veulent le bien des jeunes. Puis il y en a vraiment plus que la majorité qui veulent le bien de ces jeunes-là. C'est juste qu'ils sont souvent perdus ou pas aidés ou juste pas aimés. Tu sais, c'est des gens qui sont pas encadrés, puis c'est ça quand ça devient pas mal. Tu sais. C'est un peu comme les arbitres. Puis moi, je le vois cette année, là, tu sais, on en parle depuis le début de l'année, puis là, on s'externise sur nos affaires, mais... Ah, c'est pas grave, parce que j'ai une autre question encore pour toi Ah, après. c'est parfait. Que... Parce que, tu sais, les arbitres, c'est la même chose. Puis, tu sais, on a signé les règlements cette année, puis ils disaient on n'a pas le droit de crier après l'arbitre, on n'a pas le droit de lancer des choses sur la glace, on n'a pas le droit de traiter les joueurs de notre équipe pourris, on n'a pas le droit de... Pourquoi on est rendu là? Pourquoi on est rendu à traiter un arbitre de pourri, tu sais? Surtout qu'en plus, juste arrêter 30 secondes, tu sais, l'arbitre, là, mettons, toi, tes enfants sont quoi, Tombe, Atom? puis l'autre novice, ouais. Probablement que les arbitres qui font ces matchs-là, ils ont quoi, 13-14 ans des fois? Ah, mais minimum, là. Ah ouais. Tu sais, t'as un kid de 14 ans, puis tu te fais crier. Puis tu sais, je vais te relancer sur la question justement que je vais te poser, parce que ça touche un peu ça. Puis, parce que tu disais tantôt que des gens qui ont, tu sais, qui ont des bonnes intentions, il y en a plus qu'on pense. Ouais. Mais penses-tu qu'en raison du fait que justement, des fois, les parents ils agissent tellement en imbéciles que ça enfreint plusieurs? Parce que moi, Ah oui. honnêtement, là, tard, mais j'ai des enfants, j'aimerais ça, m'impliquer dans le hockey mineur de mon coin. J'adorerais ça, justement. J'ai pas eu l'expérience de le vivre en tant que joueur, mais si je peux, sans nécessairement être coach, mais être adjoint ou peu importe, juste m'impliquer. Mais me dire, j'ai eu cette réflexion-là maintenant, puis je me suis dit, pourquoi je ferais ça? C'est bénévolat pour me faire crier après les parents que je ne fais pas jouer le gars. Honnêtement, ça me tente même pas d'embarquer là-dedans juste à cause de ça. Puis, je suis pas mal sûr qu'il y a des personnes comme moi, il y en a plein là, qui aimeraient ça s'impliquer, mais que parce que ça me tente pas de me faire gueuler après par des parents parce que je joue pas leur fils comme du monde, puis tout ça. Là, non. Oui, parce que, tu sais, l'auto-évaluation des joueurs est faite par un comité du CA, finalement. Là. Dans le fond, chaque association de hockey mineur a un CA dépendamment de la ville, la grosseur de la ville, de probablement 3-4 personnes aller jusqu'à 20. Là. Puis la sélection des équipes est faite à partir de ce CA-là. C'est pas les coachs ont leur mot à dire. Mais tu sais, encore, c'est arrivé, là, ça fait 3 ans que je suis là dans l'association, ce que je suis. Puis encore cette année, il y a des coachs novices qui ont appris qu'il y avait l'équipe en novembre. Donc, on a fait des pratiques jusqu'en novembre. Puis là, du jour au lendemain, OK, t'es coach du novice 2, ou à cette heure, c'est rendu le M9, là. Mais M9 groupe B, M9 groupe C. Fait que là, les gars n'ont aucune idée, ils n'ont pas de pratique de préparer, ils n'ont pas l'horaire des pratiques encore de fait, on n'a pas l'horaire des parties. Fait que tu sais, c'est pas juste la faute de l'association, c'est la faute du Hockey Québec qui n'est pas capable de mettre ses flûtes en avant de l'autre. Puis, une personne comme toi qui veut s'impliquer, qui n'a pas fait son hockey mineur, un parent d'un enfant, ça peut être un oncle d'un enfant. C'est pas obligé d'avoir un enfant qui joue au hockey pour être dans un comité de hockey ou de s'impliquer dans le hockey mineur. Là. Tu peux être une personne qui n'a pas d'enfant et t'impliquer quand même. Là. Donc, ces gens-là ne sont pas portés à y aller. Pourquoi? Parce on entend juste le négatif, malheureusement. Il y a beaucoup de positifs, mais oui, puis c'est à nous, puis moi, je m'inclus là-dedans, c'est à moi, et quand je vois une partie, puis que le gars à côté, il gueule après tout le monde, il dit « Hey, le casse, arrête! » Les jeunes s'amusent, les arbitres ont 12-13 ans, ils sont là, puis ils gagnent 25$ par game. Ils ne gagnent pas 400$ par semaine à faire ça. Là. Ils gagnent 20-25$ par game, ils sont contents d'être là, ils apprennent, ils veulent peut-être être officiels plus tard, puis là, tu fais juste bâcher sur des jeunes de 13 ans. Tu fais ça ton gars, toi qui es sur la glace? Non, ben non, je le ferai pas, mais c'est ça. Donc, c'est de changer cette mentalité-là, puis c'est là que je rejoins le point de
de Jocelyn Thibault qu'il faut changer de mentalité. Il faut changer cette mentalité-là de dire que mon enfant, là, mais c'est le meilleur au monde. Puis le coach, il fera pas ça parce que c'est moi qui décide. Puis non, non, non. Laisse le coach coacher. Puis c'est de quoi qui marche pas, parle-y. Puis après ça, le coach va te parler. C'est comme dans tout. Là. C'est bien rare que tu rentres chez vous, t'engueules ta blonde parce que ça te tente d'engueuler ta blonde. Pas de même, ça marche. Fait que c'est la même chose pour le. Surtout que l'entraîneur puis l'assistant-entraîneur, souvent, c'est des bénévolats. C'est du bénévolat. À ce heure, de plus en plus, il y a de plus en plus de parents qui s'occupent des gardiens. Donc, comme moi, présentement, j'ai un père qui s'occupe de notre gardien, puis c'est lui qui l'entraîne pendant les pratiques. Fait qu'on est 4 sur la glace. On peut avoir du fun. Mais moi, c'est ça le problème. T'sais. Comme tu dis, ça chiale, ça gueule, puis le monde, on devrait avoir plus d'implication. Puis moi, je souhaite que tu t'impliques dans le hockey mineur parce qu'il faut des personnes comme toi qui sont un peu outsiders, qui sont là pour comprendre la game, qui sont là pour aider les jeunes, qui sont là pour apprendre à être coach. Parce que moi, je crois que l'élite devrait être coachée par d'autres personnes qu'un parent de joueur. Moi, je le crois fermement, mais c'est pas ça qui se passe avant souvent, je te dirais, Pee-Wee Bantam. Mais en tout cas, on va espérer que ça va bien. On va espérer que ça va vers la bonne position. Mais oui, c'est difficile. Puis malheureusement, c'est une légende urbaine qu'on entend bien souvent. Mais il faut se mettre le pied puis le nez dans le trafic pour voir comment ça fonctionne. Puis oui, la majorité silencieuse travaille bien puis ils veulent le bien de nos enfants. Il faut juste enlever la gangrène un petit peu puis avancer vers l'avant. Écoute, c'est quelque chose qu'on va surveiller là, dans les prochains mois, prochaines Ah années, ouais. parce qu'évidemment, avec cette annonce-là du comité en question, plus l'annonce de Jocelyn Thibault, je pense que des choses vont bouger enfin. Évidemment, Ouais. comme on avait déjà discuté, si ce n'est pas dans le dernier podcast, mais l'autre d'avant, c'est sûr que ça ne sera pas tout de suite. Ça va être des décisions qui vont prendre, qui vont avoir un effet plus à long terme. Mais Ouais. j'espère là, qu'il va y avoir des changements parce qu'effectivement, il faut que ça change. Là, parce que pour vrai, on est en train de perdre des plumes au niveau du hockey. On dit souvent que le Canada, c'est le pays qui est le meilleur au niveau hockey. En Ontario, oui, ça va bien. Dans l'Ouest Ah aussi, ouais. mais au Québec, là, avant, on disait que c'était notre sport là, national, le hockey. Au Québec, là, on est des mordus puis tout ça, mais on Ouais. est en train de perdre de plus en plus de plumes là, en raison de toutes les choses qu'on vient de mentionner. Ouais, puis tu checkes les drafts rapidement là, pour juste finir le sujet. Là. Check les drafts ou les repêchages à chaque année, là, puis les joueurs qui sont sélectionnés au Québec. Souvent, ce ne sont pas des Québécois. C'est souvent des Ontariens qui viennent jouer au Québec. C'est souvent des gars de la WHL qui viennent jouer au Québec. Puis c'est des joueurs importés d'Europe. Donc, on a vraiment un examen de conscience à faire, puis rapidement. Bon, donc, je vais y aller avec mon coup de mon coup de cœur aussi, parce que je pense Coup qu'on de va cœur, avoir ouais. quelques trucs à mentionner. Yes, sir. Mais je vais dire les équipes canadiennes. Et là, évidemment, je vais Ouais. exclure Montréal et Ottawa et Vancouver, mais lorsqu'on regarde le top 15 présentement, je dis top 15 parce que, bon, là, au 4e, 5e et 6e rang, on a les Flames, les Maple Leafs et les Oilers. Quelle On a les saison des Jets Flames? On a les Jets qui sont 15e présentement dans la ligue, ce qui paraît peut-être moyen, mais sont quand même 3e dans leur division. Ouais. Donc, ces équipes-là feraient les séries. Et la raison pour laquelle je veux apporter ce point-là, c'est que, puis j'ai été le premier à dire ça, puis vous avez reculé de plusieurs podcasts, vous avez été témoin de ça. Chaque fois Ouais. que Stéphane vantait quelque chose par rapport à que ce soit Connor McDavid ou des trucs comme ça, je disais, ouais, mais c'est la division Nord, c'était facile. Ouais, mais attends, là, oui, c'est facile, mais c'est drôle, mais il y a 3 équipes dans le top 6 que c'est des équipes canadiennes qui étaient dans cette fameuse division Nord-là, qui était censée être pourrie et horrible. Mais honnêtement, je dois lever mon chapeau à ces 3 équipes-là. Puis, honnêtement, ces 3 équipes que j'avais des doutes encore en début de saison, les Flames, je pensais jamais que cette équipe-là allait rebondir de Quelle cette saison façon-là. des Flames? Mais Incroyable. quel travail des gardiens de but, honnêtement. Épouvantable. Depuis que les Flames ont perdu les services de Mika Kiprusov qui est parti à la retraite, qui n'ont jamais été capables de le remplacer. Et là, finalement, on obtient des gardiens de but de qualité en Markstrom et Vladar qui ont été allés chercher cet été. Les Maple Leafs de Toronto, j'y croyais zéro à cette formation-là, mais force est d'admettre qu'ils font le travail présentement. Mm-hmm. Sont 5e là, dans la ligue avec 29 points. Les Oilers, toi, je sais que Quelle tu machine. les avais placés haut, mais Ouais, moi, première j'avais des division. doutes avec Koskinen et Mike Smith. Mais encore, Draisaitl, hier, encore 3-4 points. McDavid aussi. C'est juste ridicule, ces deux-là. Pour vrai, là. Puis, non, sont à 28 points, eux, 6e rang. Il y a Ouais. les Jets, que c'est la moins bonne des équipes, mais qui sont présentement en série quand même. Ils connaissent une séquence là, plus difficile. Là. Je pense qu'ils ont perdu comme 2 ou 3 en ligne. Ouais. Mais ils ont quand même là, une bonne formation sous la main. Il y a Scheifele qui n'a pas joué. Il a pas joué beaucoup de matchs cette année.
Là, il est revenu là, dernièrement, mais ça fait pas longtemps qu'il est de retour. Non. Mais c'est quand même... Je serais content de voir que les équipes canadiennes, au moins presque la moitié des équipes canadiennes, en fait plus que la moitié, s'il y en a 4 Ouais. sur 7 en réalité, qui connaissent du succès. Il y a les Canucks que j'avais des gros espoirs en eux, mais je pense qu'on va se garder une petite jungle cette année. C'est tellement difficile ça va être notre coup de pied la semaine prochaine, ça, je pense, parce que c'est épouvantable. Probablement. Canadiens, Ottawa, si on oublie ça, là, ça va être des équipes qui vont rester dans le bas fond. Mais si on peut avoir 3 ou 4 équipes canadiennes qui participent aux séries, moi, je vais être bien heureux parce que quand le Canadien ne fait pas les séries, ben, mon premier réflexe, c'est toujours de me rabattre sur les équipes canadiennes, Ben sauf oui. Toronto. Que eux, je ne suis pas capable. C'était sûr, hein? Mais sinon, dans l'Ouest, honnêtement, dans l'Ouest, là, j'ai toujours aimé ces équipes-là, Edmonton, Calgary. Vancouver, c'est peut-être mes mal aimés un petit peu, mais tu sais, quand ils font les séries, je suis pas quand même pour eux, vu que c'est une équipe canadienne. Mais Calgary, c'est une équipe que j'aimais bien depuis longtemps, Edmonton aussi. Fait que si ces deux-là peuvent participer aux séries, imagine qu'on ait une série Flames Oilers là, comme ouverture en première ronde. Moi, honnêtement, on veut pas. n'auras jamais vu un gars se coucher aussi tard que ça de toute sa vie pour regarder moi, ces je vais matchs. voir ça en finale de l'Ouest, là, ça serait malade. Ben oui, c'est sûr. Si on peut avoir ça en finale de l'Ouest, mais vu que c'est dans la même division, il y a plus de chances qu'il... Écoute, il y a tellement de choses dans ce que tu as dit. Là. Moi, première des choses, là, 7 blanchissages en 20 rencontres pour les Flames, c'est depuis 1928, c'est pas arrivé. C'est incroyable. Puis moi, je vais dire, là, thumbs up à Markstrom. Quel rebondissement cette année. Écoute, l'année passée, ça a été difficile. Sortait de Vancouver, ça en est que Calgary, on avait beaucoup d'espoir en lui. Cette année, livre la marchandise sur un méga temps. Et l'effet Sutter aussi qu'il faut mentionner. Toujours. Honnêtement, c'est un gars qui aime bien jouer défensif, puis on le voit. Puis honnêtement, je suis surpris parce que je pensais que ça allait affecter la production de Gaudreau, Lindholm, Monahan et tout ça. Mais non, ces gars-là continuent à produire comme si rien n'était, puis l'équipe est juste mieux structurée défensivement. Puis les gardiens, évidemment, sont plus solides. Donc, thumbs up. J'étais le premier à critiquer le choix de Sutter comme coach. Mais il fait le travail, c'est pas chose à dire. Ouais, ces genres de coachs-là ont plusieurs lapins dans leur chapeau, mais tu sais, ça revient un peu. On a vu la question passer cette semaine, tu sais, puis on ne s'excémisera pas là-dessus, mais est-ce que oui, c'est bon d'avoir un entraîneur qui est proche des joueurs, qui écoute les joueurs, qui les prend un à un, mais on sait que Sutter, c'est un entraîneur difficile, qu'il faut que tu travailles avec lui. Je pense qu'il y a encore une ligne dans la Ligue nationale. C'est pas tout le monde qui aime avoir le fameux coach super gentil que tout le monde aime. Je pense qu'un gars qui maîtrise son banc est encore de mise, puis un gars comme Sutter fait ce job-là. Écoute, les Flames n'ont pas McDavid à 40 points puis Draisaitl à 40 points. Là. Ils ont 1 point par match. Gaudreau a 23 points en 20 matchs. C'est pas une équipe qui fait 85 buts, mais ils sont plus 30 dans les buts pour, buts contre. Plus 30. Tu dirais ça d'Edmonton n'importe quand parce qu'ils peuvent gagner 7-1 le matin ou 9-0, là, mais écoute, c'est incroyable. Puis je finis avec Edmonton parce que moi, je trouve ça fou, la saison de Koskinen, après avoir eu une année tellement, je vais le dire dans le podcast, de merde l'année passée. Tu peux même dire merde si tu veux. C'était une catastrophe. Il n'y a pas le meilleur pourcentage d'efficacité. Évidemment, pas de défensive encore Edmonton cette année. Là. Regarde encore hier, ça a gagné quoi, 7-5 ou 5-4. L'autre game d'avant, c'était 7-5. Donc, tu sais, ça finit toujours à haut pointage, mais cette année, je trouve que Koskinen fait les arrêts importants. Puis là, écoute, les trains d'avant, c'est épouvantable. Là, c'est épouvantable. Il prédit 175 points à Draisaitl, puis 158 à McDavid, 85 buts à Draisaitl. Qu'est-ce que c'est ça? As-tu vu les prédictions si ça continue de même? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis, tu sais, Connor McDavid, on le voit, et Draisaitl, il est en feu cette année. Il est partout. Puis moi, je suis très content de voir les deux jeunes qui vont bien. C'est Nugent Hopkins qui a l'air d'avoir débloqué. Pas de but, il y a 18 passes, un but, 18 passes. Mais j'aime bien voir Puljujarvi. Puljujarvi connaît une très bonne saison. Il est intense sur la game. Moi, j'écoute beaucoup de games des Oilers. Il est très intense, beaucoup de mise en échec. Il est impliqué dans le jeu. C'est le fun d'avoir cette équipe-là jouer. Puis comme tu dis, on pourrait se ramasser 4 équipes en séries éliminatoires. Ça ferait du bien. Ça ferait vraiment du bien. Puis je serais bien content de voir ça, moi. Écoute, on va passer au plus négatif des équipes canadiennes. Et évidemment, je parle du Canadien de Montréal parce que, évidemment, puis tu sais, on pourrait quasiment réécouter nos 3 derniers podcasts puis on dirait qu'on dit la même chose parce qu'à chaque fois, le Canadien connaît une grosse game dans la semaine puis on se dit, bon,
Là, ils vont être capables de se craquer puis d'aller en chercher une deuxième de suite? Et non, ils se font dévisser. Ils se font servir une leçon de hockey par les Capitals, mon gars. C'était ridicule. Ils ont arrêté de jouer en troisième, les Capitals. C'est pour ça qu'ils ont fait des buts, le Canadien. Écoute, ça n'avait même pas de sens. C'était pathétique. Mais tu sais, c'est sûr que moi, honnêtement, je m'attendais à une défaite. Là. Les Capitals, c'est une des meilleures équipes défensives cette année. Là. Je ne voyais pas le Canadien gagner contre les Caps, mais la façon qu'ils se sont fait servir une leçon de hockey, là, je pense que c'est Martin Lemay en jase à midi qui disait que ça avait l'air d'être une équipe junior contre une équipe de la NHL, puis c'était ça carrément. Hey, ça allait vite dans le territoire défensif, ça allait vite sur un moyen temps. Puis Ovechkin, lui, qui continue sa bonne saison aussi. Tout va bien dans son cas. C'est épouvantable. Mais c'est quand même incroyable de voir ça. Là. C'est hot, juste avant de parler de cette game-là, précisément, il faut quand même revenir sur la game contre les Prédateurs de Nashville, parce qu'ils n'ont joué une belle. Honnêtement, celle-là, Paling 2 buts, honnêtement, je suis très content pour lui parce qu'il avait tellement connu un camp difficile, on se demandait, il a-tu vraiment sa place à Montréal, puis tout ça. Là, il est en train de montrer que, sans dire que c'est un lock là, pour le reste de la saison, mais il est en train de démontrer des choses intéressantes là, qui pourraient peut-être lui faire acheter du temps là, avec le Canadien. Je vais aller avec un autre point positif. Samuel Montembeault, première victoire au Centre Bell. Ça aussi, ça va lui faire du bien. J'aimerais que le Canadien l'utilise peut-être un petit peu plus. C'est sûr que c'est facile à dire en voyant les performances de Jake Allen, mais pour vrai, je trouve qu'on donne une trop grosse charge de travail à Jake Allen. C'est pas un gardien. Puis ça, je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, c'est pas un gardien qui excelle, qu'on lui donne une grosse charge de travail. C'était le même à Saint-Louis. Là, c'est le même présentement à Montréal. Je pense qu'on faudrait donner peut-être un petit peu plus de galon à un gars comme Montembeault. Sinon, si on continue dans le positif, puis ça s'est poursuivi hier aussi, autant que c'est positif, mais c'est un compliment d'un peu là, parce que ton meilleur trio présentement avec le Canadien, c'est Evans, Lekonen, Gallagher. Je vais aller justement dire ça. C'est malade. C'est les seuls qui sont positifs dans l'équipe. Jake Evans, c'est plus ou moins 0. Gallagher 0, puis Lekonen est plus 1. C'est le seul qui est positif à Montréal. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, c'est malade. Mais tu sais, la raison pour laquelle je dis que c'est un compliment, c'est que, tu sais, oui, je suis content de voir un gars comme Evans prendre du galon. Lekonen débloque enfin, il a marqué 2 buts. Mais où sont les Drouin? Où sont les Anderson? Où sont les Toffoli? Où sont les Dvorak? Ton top 6 fait absolument rien. Il y a Caulfield qui a marqué hier, enfin. Mais sinon, c'est difficile pour le top 6. Puis, honnêtement, pas besoin de chercher plus loin pour savoir pourquoi le Canadien a de la difficulté. Si tes meilleurs éléments ne produisent pas, tu peux pas dire à Jake Evans, score-moi 2-3 buts à soir parce qu'on va en avoir de besoin. Quand il t'en donne, c'est du bonus parce que lui, sa première tâche, c'est de bien jouer défensivement, c'est d'être agressif sur l'échec avant, c'est d'amener de l'énergie. Mais tu peux pas compter sur Jake Evans pour qu'il te marque des buts à chaque match. Là. C'est pas ces gars-là qui sont censés remplir le filet. Là. Malheureusement, ça va avec la relance. Là. La relance n'est pas là cette année. Le Canadien a toujours été une équipe rapide. Là, tu n'as pas de rapidité parce que tes défenseurs sont mauvais. Juste mauvais. Jeff Petrie connaît sa pire saison ever. 2 points seulement en 21 matchs. Il n'y a pas de relance dans cette équipe-là. Puis, écoute, oui, le point positif, je pense, c'est Lekonen. Encore une fois, Lekonen, c'est un Plekanec dans ma tête. Sauf qu'il fait encore moins de points. Moi, me faire dire... C'est pas parce qu'il n'essaye pas, par exemple. Non, il manque 75 chances, mais il n'est pas capable de la mettre dedans. Au salaire qu'il fait, il devrait s'acheter une coupe de skill avec un entraîneur. Mais en tout cas, moi, je suis pas capable d'entendre à la radio puis attendre à tous les jours. Il y a 2 points là-dessus, je m'en viens. Je suis pas capable d'entendre quelqu'un dire « Ça, les entraîneurs aiment ça avoir un Arthurie Lekonen dans son équipe. » Je suis capable. Le gars fait 20 points par année. Il est bon défensivement. C'est correct, là, mais c'est un joueur de 3e trio. Il y en a 160 dans la Ligue nationale de joueurs dans le 3e trio. Il faut arrêter de dire que ce gars-là est indispensable, le Canadien. Il y a des bonnes chances à marquer. Je pense qu'il y a de l'intérêt. Je pense qu'il veut. Là, le jeune, il veut. Là. Je pense pas que c'est mal intentionné. Mais il faut arrêter de donner une excuse à ça. Là. L'équipe va mal. Le premier trio, c'est de la merde. Le 2e trio, c'est de la merde. Ils font rien. Fait que là, tu n'as pas de relance après ça, les défenseurs. Puis les gardiens de but, mais écoute, les deux jouent en bas de 900. Tu veux faire quoi? C'est ridicule, là. Il n'y a rien à faire là-dessus. Puis mon 2e point que je voulais apporter, c'est que on n'a pas l'air à vouloir jouer au hockey. Comme tu dis, on a une bonne performance un samedi. On arrive 3 jours après, c'est une catastrophe. Et là, le samedi, on a gagné 6-3. Alors, le Canadien est reparti. Peeling est un joueur national, puis en 3h30, là, paf, tout a snappé. Peeling est rendu un joueur national, le meilleur mauvais camp, mais là, il est revenu.
Suzuki a fait 2 points. Toffoli a 2 buts dans un filet désert aux 3 dernières parties. Là, il est reparti, let's go. Puis je suis tanné d'entendre ça à Montréal. Je peux pas croire qu'après une victoire, on est emballé, puis que tout le monde est reparti, là, puis que la planète va recommencer à tourner. Après ça, on se fait geler 5-0 après 2 périodes. Ah, ben là, on n'est pas bon. Puis, tu sais, moi, je comprends pas. Moi, quand j'entends tout unanimement, tout le monde sur Internet dire, puis à la radio dire, il est revenu. Il est revenu après avoir fait 1 point ou 2 points dans un match. C'est comme si on disait que McDavid, il a perdu sa séquence de 18 rencontres avec 1 point, là, puis on a dit, il est fini. Tu sais, ça, je comprends pas. Je te dis, là, ça me met le feu au cul. Là. Je comprends pas. Jonathan Drouin, il fait ce qu'il peut. Il est absent. Powerplay est dégueulasse. C'est catastrophique. Avantage numérique, désavantage numérique du Canadien cette année, c'est une catastrophe. Puis c'est pas à cause, oui, Price a d'affaires là-dedans, mais la défensive est mauvaise. Là. On n'en parle jamais parce que c'est un Québécois, mais Savard connaît une saison désastreuse. Pas Peeling, mais Petrie connaît une saison désastreuse. Défensivement, ça va mal. Romanov, on le voit, mais comme ci, comme ça. Kulak, on n'a pas une bonne défensive. Là. On n'a vraiment pas une bonne défensive, puis je pense que ça, c'est cool le Canadien. Et c'est ce qui m'amène à dire que j'ai hâte de voir à quel point le retour de Joel Edmondson va peut-être un petit peu stabiliser ça. Parce que, veux pas, sans dire que c'est un joueur étoile en défensive, c'est un défenseur qui était très fiable. Puis s'il y en a un qui va être content de le revoir, c'est peut-être un gars comme Jeff Petrie, justement, qui a joué avec l'an dernier, puis ça allait bien. Ah oui. Parce que je suis d'accord avec toi, Jeff Petrie, c'est sûr qu'il n'est pas à 100%. Non. C'est sûr qu'il est blessé, il joue. Honnêtement, il n'est pas aussi fluide sur ses patins qu'il l'était avant. Puis tu perds pas ça en 2 mois. Là. Je veux dire, quand il jouait en série, il était bien correct, puis à part ses yeux qui étaient rouges un peu. Là, mais sinon, au niveau de sa mobilité, ça allait quand même bien. Mais cette année, on dirait même pas que c'est Jeff Petrie. On dirait que c'est un gars qui ont ramassé sur le pouce, puis ils ont mis l'équipement de Petrie, puis tiens, va sur la glace, mon homme, puis débrouille-toi. C'est pas Jeff Petrie présentement. Puis, c'est ça, j'ai hâte de voir Edmondson à quel point ça va replacer les joueurs dans leur bonne chaise parce que Wineman, là, oui, il est offensif, là, mais faudrait qu'il jouerait juste une partie de la patinoire, pas dans sa zone. Puis, la P, c'est qu'il y a rien que -1. La P, c'est qu'il y a juste -1. Je le sais bien, mais tu sais, ça veut pas dire qu'il ne crée pas de revirement et qu'il perd pas en rondelle. C'est épouvantable. Mais tu sais, Nikou, c'est la même chose. C'est pas la révolution en défensive de ce côté-là. Norlinder, en partant, je comprends même pas pourquoi il n'est pas encore en Suède présentement. Il est juste pas prêt pour la NHL. Shippez-moi ça en Europe, qui reviendra l'année prochaine. Il n'est pas prêt. Là. Puis, Romanov, c'est un problème avec son contrat. Ça, là. Je pense que le Canadien aimerait ça de l'avoir à Laval, puis lui, il veut rien savoir de ça. En fait, je pense que son contrat en Suède, c'est soit Montréal ou la Suède. Ouais, il peut juste pas aller. Même s'il voulait aller à Laval, il ne peut pas y aller. Mais justement, tu n'es pas prêt pour jouer à Montréal. Shippez-moi ça en Europe. Là, il n'est pas prêt. Non, il est juste pas prêt. Puis, regarde, sinon, ils rappelleront Ouellet s'ils ont besoin d'un défenseur bouche-trou dans l'alignement. Là, je veux dire, il n'est pas prêt. C'est chiant pour Xavier, ça. Mais c'est ça. À chaque fois qu'il est rappelé, c'est tout le temps pour être 7e défenseur. C'est triste. Puis, honnêtement, je pense pas qu'il serait aussi pire que Wineman puis Nikou. Je pense qu'il serait capable de jouer dans l'alignement du Canadien. Mais non, j'ai bien hâte de voir l'impact d'Edmondson. Ça ne va pas évidemment révolutionner le tout, mais je pense que ça va déjà être moins pire un peu. Mais encore là, le gars n'a pas eu de camp d'entraînement à moitié. Il n'a pas joué depuis 2-3 mois. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit excellent dès son premier match. Je pense que ça va prendre un bon 3-4 games avant qu'il revienne en game shape. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Puis là, on regarde ça en fin de semaine, ce qui s'en vient du côté du Canadien. Puis Buffalo, vendredi, ils se sont fait lessiver la première fois qu'ils sont allés là. Puis le lendemain, contre les Pingouins, ils se sont fait sacrer une volée au Centre Bell contre eux autres. Imagine à Pittsburgh, ça va être joli, c'est un moyen temps. Vancouver lundi. Puis Vancouver lundi, ça, je pense que c'est une game qu'ils sont capables d'aller chercher parce que. On regarde ça froidement, là, puis on se parle, là, 4 semaines, là, podcast numéro 3. Puis on regarde la césule, puis on arrive, puis on se dit, ouf. Tu sais, Boston, New York, Pingouins, OK. Tu sais, c'est pas un calendrier qui était difficile, là, Washington. Après ça, on arrive Buffalo, Pittsburgh, Vancouver, puis on dit Buffalo va avoir de la misère, Pittsburgh va avoir de la misère. Ça va pas bien, là. Tu te dis, voyons, non, ça se peut pas, là. Sidney Crosby a pas un point depuis le début de la saison à 6 matchs en plus, s'il fonctionne même pas. Fait que tu sais, Crosby est revenu de blessure contre Montréal le 18.
Le vendredi de la semaine passée. Il l'a mis dedans. Un but en partant. Il l'a mis dedans en partant. Tu sais, c'est ça. Alors, ce qu'on pensait que le Canadien pouvait faire avec le genre d'équipe comme Buffalo, comme l'Arizona, d'arriver là et faire un 2 points facile, mais c'est rendu ça à Montréal. C'est ça qui est le problème. C'est que là, on se relance à Montréal. Pas bon. Pas bon. Puis juste pour compléter, la semaine prochaine, il y a Vancouver mardi, Colorado jeudi, ça va être tellement joli à voir, ça. McKinnon va sûrement être de retour en plus. Puis Nashville, samedi, c'est un match qui est prenable, mais honnêtement, il n'y a plus vraiment de matchs qui sont prenables pour les Canadiens. C'est ça qui est triste. Tu sais, même contre l'Arizona, je vais hésiter à dire que c'est un match prenable. Là. Ah oui, ils sont meilleurs que tes 4 victoires, man. 4 victoires. Ta prédiction. Mon under 20 il est en train d'en manger une sincère, mais... Mais si on fait une règle de 3, il finirait la saison avec 16 victoires à peu près. T'es pas prêt. Mettons 17 victoires à peu près. Fait que je serais encore là. Ouais, puis on parle rapidement des Coyotes, là, mais j'ai aimé le point de presse de Tourigny qu'il y a eu avant le match hier, là, disant que on sait qu'on est en reconstruction, on sait qu'on a des jeunes joueurs, mais ça jase, hein? On va peut-être en parler tantôt si tu as des questions là-dessus, mais ça, je vais éplucher ça un peu plus, mais là, c'est. On commence à parler de Québec. On commence à parler de Québec pas mal. Dossier à on va regarder ça. On va mettre ça en sauce du tapis de souris, là, on va sortir ça dans une couple de semaines. Hey, puis juste avant qu'on passe au prochain sujet, je veux juste dire un petit thumbs up aux Kraken qui ont battu les Hurricanes hier. Ouais. Je ne la voyais pas venir, celle-là. Une belle petite victoire de 2-1, malgré le fait qu'ils se sont fait out-shooter 36-22. Ouais. Ils ont quand même filé avec une victoire de 2-1 en temps réglementaire. Donc, ils pourront se vanter d'avoir battu la meilleure équipe de la métropolitaine. Et d'ailleurs, ça fait un lien parce que le prochain sujet, ça touche une équipe aussi de la métropolitaine. On dit souvent que le Canadien ont des blessures à pelleter, et c'est vrai. Mais ceux qui suivent le hockey, c'est plus le Canadien que les autres équipes, allez faire un petit tour sur la liste des blessés des Islanders et vous allez comprendre pourquoi ils en ont perdu 7 en ligne qui sont derniers présentement. Honnêtement, là, puis tu sais, comme je t'ai dit tantôt avant de commencer à enregistrer, c'était mon coup de pied de la semaine des Islanders parce qu'ils en ont perdu 7 en ligne. Oh, ouais. Avant, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une raison pour laquelle ils en ont perdu 7 en ligne. Parce que, tu sais, je suis quand même pas mal les activités de la ligue, mais tu sais, c'est sûr que des fois, je passe à côté des blessures et tout ça. Tu sais, je regarde plus souvent les scores, les highlights et tout ça, mais tu sais, je ne m'attarde pas nécessairement aux blessures. Et quand j'ai checké la liste, c'est quasiment le club au complet. Je suis allé voir après ça sur le fameux site Daily Face-Off qui mettent les alignements. Puis quand tu as Zach Parisé sur le premier trio, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas normal. Puis après ça, en voyant la liste des blessés, ben, j'ai tout compris. Ça fait mal, là. Leur top 4 en défensive et sa liste des blessés. Ajoute des joueurs comme Brock Nelson, Andersley, qui sont 2 éléments de top 6. Ça se bouscule, c'est la liste des blessés, puis c'est pas pour rien qu'ils vont perdre 7 en ligne. La COVID fait mal, puis on se demande juste si c'est parce que le nouvel amphithéâtre n'a pas amené la COVID avec eux autres, là, parce que, écoute, on en a 7 sur la COVID présentement, puis comme tu dis, c'est des gros noms, tu sais. Il y a des grands noms comme Zdeno Chara, mais il y a aussi des gros noms comme Andersley, Josh Bailey, Adam Pelech, donc ça fait mal. Puis t'as raison, tu sais, parce qu'on les a mis premiers, on les a mis Goya à la Coupe Stanley, je pense, cette année, puis tu sais, les deux, on se disait, hey, ils vont être forts, ils vont être solides, mais là, c'est une catastrophe ce qui se passe là-bas, là. 20 games, la seule chose que je peux donner de positif à cet alignement-là présentement, c'est que oui, ils sont tous blessés ou sont tous sur le protocole COVID, mais au moins, ils ont juste 16 rencontres de jouer. Donc, ils sont dans les seules 3 équipes qui ont juste 16 rencontres, puis des équipes à 21 rencontres. Fait que, si tu vas chercher 4 victoires ou 5 victoires, tu as quand même 10 points de plus. Donc, tu te rapproches déjà de la 20e position, 20-22, mettons. Ben justement, la raison pour laquelle je voulais te parler de ce sujet-là, ça entraîne la question qui est un peu la question centrale du sujet, où il y a les blessures, mais la question que je voulais te poser, est-ce qu'il est rendu trop tard pour les Islanders? Parce que présentement, ils ont 12 points, ça en prend 27 dans la métropolitaine pour faire les séries. Donc, ils sont à 15 points de la du troisième rang de la métropolitaine. Et sachant que cette division-là est quand même très bonne, est-ce que le mal est déjà fait du côté des Islanders? Est-ce que c'est possible de revirer ça de bord? Écoute, c'est une excellente question, mais je pense que si une équipe peut le faire, un peu comme les Blues l'ont fait il y a 3 ans, les Islanders sont capables de le faire. Tu sais, Philadelphie va pas bien, New Jersey sont corrects, Pittsburgh sont corrects, Columbus n'est pas super fort. C'est vraiment Caroline, Washington, puis on a New York aussi qui est très surprenant cette année. Donc, tu sais, le rejoindre le 4e rang est quand même faisable parce qu'ils ont juste 10 points de différence. Donc, après ça, de te rejoindre aux Rangers après, mais là, ça va dépendre comment que les Rangers vont.
Mais s'il y a une équipe qui peut le faire, je crois, mais que tout le monde soit peut-être dans une semaine ou deux, là, on parle du retour COVID pour la 30 novembre. Donc, si ces 7 joueurs-là peuvent rentrer dans l'alignement et faire une différence, je pense que là, on peut y aller fort au niveau des Islanders. Puis, tu sais, si tu regardes les prochaines rencontres là, à partir du 30, on joue à Philadelphie le 30, on joue à New York le 28. Fait que c'est directement des games de division. Donc, ça va chercher ces affaires-là. Puis, on joue contre Pittsburgh aussi le 26. Donc, les 3 prochaines rencontres sont déterminantes. Tu as juste 3 victoires dans ces rencontres-là, puis ça peut te remonter un peu vers le haut. T'sais. Ils n'ont pas un calendrier super difficile en décembre. T'sais. Les Sharks le 2, Détroit le 4, Blackhawks le 5, Ottawa le 7. Après ça, on a les Nashville le 9. Après ça, on en a encore une interdiction avec les Devils le 11. Fait que, mettons là, qu'on prend les 7-8 prochains matchs, ils sont quand même assez prenables, là, pour vrai. Là. Donc, les Islanders ont plus de talent que ça. Fait que moi, je pense que si juste à partir de quand ils vont rencontrer les Bruins de Boston le 16, s'ils peuvent aller chercher un 5-6 victoires sur 7, on va les revoir en haut un peu plus vite. Honnêtement, j'ai peur que ça soit déjà trop tard pour les Islanders parce que même avant que les joueurs soient blessés ou qui ont été sur le protocole de la COVID, ils ne jouent pas du gros hockey, les Islanders, depuis le début de la saison. Non. Oui, ils ont eu juste des matchs sur la route à cause de leur nouvelle arena et tout ça. Je vais peut-être leur laisser le bénéfice du doute, mais il va falloir qu'ils profitent de leur nouvelle arena justement puis de leurs partisans pour rebondir parce que il va falloir qu'ils aillent chercher ces matchs-là à domicile. Parce que honnêtement, comme j'ai mentionné, je ne joue pas vraiment du gros hockey. Ils sont moins 19 au niveau des buts pour et des buts contre. Barzal ne connaît pas une grosse saison présentement non plus. C'est censé être ton joueur vedette, puis honnêtement, il déçoit beaucoup. Fait que non, moi je pense que le mal est déjà fait malheureusement. C'est sûr que les matchs en main, il y en ont plusieurs, effectivement, sur leurs équipes dans la division. Mais il faut prendre pour acquis que pour que les Islanders montent, il faudrait que les Rangers ils chutent drastiquement. Que les Jackets, là, on les sous-estime pas mal, je trouve, parce que sans faire de bruit, c'est une équipe là, qui donne vraiment du fil à retordre à plusieurs formations. Ouais. C'est pas eux qui ont blanchi justement les Jets hier 3-0. Puis, ils ont des bons gardiens, sans dire qu'ils ont des superstars dans l'équipe, à part Lainé. C'est une équipe qui fonctionne quand même très bien. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient dominants jusqu'à la fin de la saison, mais je pense pas que c'est une équipe qui va être facilement dépassable. Les Pingouins, ben, ça va dépendre de l'impact de Crosby, s'il va être capable de remettre cette équipe-là sur les rails. Mais tu sais, ils sont 5e dans la division, c'est pas si pire que ça. Il y a les Devils et les Flyers que je pense qu'ils vont passer, les Islanders. Mais il va falloir qu'il y ait de l'aide en avant d'eux autres et qu'il y ait des équipes qui chutent parce que je ne vois pas les Rangers chuter drastiquement. Les Jackets, je ne les vois pas tant non plus. J'ai hâte de voir. Il va falloir qu'il y ait des joueurs qui se replacent dans cette équipe-là, dont Barzal, parce que ça va prendre l'offensive du côté des Islanders. Oui, je suis d'accord. Puis ils n'ont pas le 4e trio cette année qu'ils ont depuis une couple d'années. C'est pas un trio qui fait des points comme en faisaient les autres années. T'as raison. Le seul en haut de 10 points, c'est Brock Nelson cette année. C'est pas. Il va faire plus de buts si on veut battre les autres équipes, t'as raison. Donc, Stéphane, je ne sais pas s'il y a d'autres sujets que tu voulais toucher avant qu'on passe à la section sur réception. Je sais que tu avais parlé brièvement des Nordiques. Est-ce que tu veux qu'on se garde ça pour un autre podcast? On se garde ça pour un autre podcast. OK, good. Donc, on va y aller avec le segment sur réception. J'ai quand même bien balancé ça. J'ai mis une question facile, une question qui mérite beaucoup de réflexion, une question sur la mode et une autre question qui implique un petit peu de réflexion. Donc, je vais quand même bien balancer ça pour pas que ton cerveau là, fasse « Oh mon Dieu, je l'haïs ce gars-là. » Let's go. Première question. Si tu avais enlevé un règlement actuel dans la LNH, ça serait lequel? Quel règlement qui te gâche le plus que tu te dis ça, je voudrais que ça débarque, honnêtement. Je peux te lancer c'est une bonne question. Non, j'en ai une couple. Des pistes, le fameux 2 minutes pour avoir retardé le match en gardant ta rondelle par dessus les estrades. Ça, c'est toujours celui qui revient en premier. Moi, je pense que c'est tellement difficile parce que moi, je me souviens d'avant ce règlement-là, puis les gens vraiment la pitchaient dans les estrades juste pour avoir un arrêt de jeu, tu sais. Au niveau de la game, c'est sûr que ça l'aide. Je pense que c'est un règlement que les joueurs n'aiment pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Un règlement, tu sais, il y en a plusieurs. L'instigateur, même chose. Les joueurs, l'instigateur, le 2000 instigateur, ils n'aiment pas ça.
Veux-tu que j'y aille avec le mien pour te laisser plus de temps pour Ouais, réfléchir? vas-y donc, c'est une bonne question. Moi, c'est le fameux trapèze en arrière du but pour les gardiens de but. Je comprends pas Ouais, ça. je suis d'accord. Honnêtement, ça empêche justement. Tu sais, honnêtement, je On me n'en souviens parle jamais plus. de ça. Hein. Je me souviens plus si c'était quoi la motivation qu'ils ont mis. C'était-tu parce que les gardiens ils sortaient et qu'ils allaient geler la rondelle pour créer un arrêt de jeu? Mais honnêtement, tu vois plus tu vois pas les gardiens faire ça. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu un goaler faire ça pour de vrai. Là. Je pense pas que c'était pour ça. Je pense que le règlement est venu à cause des gars comme Brodeur qui jouaient la rondelle trop souvent, trop longtemps. Fleury Moi, je faisait la trouve même ça chose. génial, honnêtement. Écoute, je pense que c'était pour empêcher les blessures parce que les gars arrivaient à fond de train. Ouais, sur les Je pense que gardiens. c'est pour les gardiens. Tu sais, si tu te souviens, Milan Lucic sur le gars qui a joué à Buffalo, là. Comment il s'appelle, le goaler? Ryan Ryan Miller. Miller, c'est-tu lui? Fait que, tu sais, c'est le genre de choses-là. Tu sais, malgré qu'il était par en avant, fait que si le règlement devait être passé, mais je pense que ça venait d'un encadrement. Mais ce règlement-là, tu as raison, parce qu'on n'en parle jamais, parce qu'on est rendu habitué. Mais des gardiens de but comme Carey Price, Marc-André Fleury qui joue de la rondelle sont plus capables de le faire. Mike Smith, c'en était un Mike excellent Smith, pour ça en contrôler était la un. rondelle. Je suis Puis d'accord avec honnêtement, toi. je trouve tellement ça le fun de voir justement que les équipes, quand ils jouent contre le Canadien, ils doivent se dire ben là, on peut pas vraiment domper la rondelle dans le fond Non. parce qu'on sait que Price va aller la jouer. Puis, Ouais. tu sais, honnêtement, voir un gardien faire une pause puis relancer l'attaque par lui-même, faire un dégagement, tu sais, je veux dire, je trouve ça le fun que les gardiens soient plus impliqués. Puis je trouve qu'avec ce mot petit trapèze-là qui sert fuck all, pour vrai, ça sert à rien. Ça empêche juste justement ces gardiens-là plus créatifs d'être plus Ouais. utiles encore pour leur équipe. Là. Ouais, t'as totalement raison. T'as tellement raison. C'est un bon point. Écoute, moi, j'en ai trois qui me brûlent la lèvre. Là. Oui, le 2 minutes pour. Moi, je pense le 2 minutes pour embellishment. Là. Le fameux 2 minutes pour avoir sauté. Je trouve ça. Tu sais, tant qu'à moi, tu peux faire juste un antisportif. Là. Rendu là, c'est un délai de game. Là. Après de ça, l'investigateur, moi, tu sais que j'adore les bagarres et j'adore les affaires comme ça. Moi, je pense qu'il y a des temps dans une game. Je pense que souvent, les joueurs vont aller voir les bons joueurs pour faire ce genre de choses-là. Fait que l'investigateur, quand tu reçois un croc en jambe puis l'autre, il a le genou pété, un peu comme à la Samy Blais, là, Piqué, il mériterait une bonne volée. T'sais. Moi, c'est de même, je le vois. Mais ça, c'est moi, j'étais un peu un vieux old school. T'es un peu agressif. J'étais un petit peu un vieux old school. Puis malgré que Piqué, là, c'est un bon joueur. Là. C'est pas quelqu'un que je déteste. Mais Ben, moi, c'est des choses que tu peux pas faire. Moi, ce qui me fait grincer des dents, c'est qu'il l'a fait plus qu'une fois. 3 fois cette année encore. C'est pas, mettons, c'est pas dire, ah, ben, j'ai pas fait par exprès, entre guillemets, même si on sait que c'est intentionnel, mais c'est parce que quand tu le refais 2, 3 fois par la suite, t'es comme, ben là, faudrait peut-être que tu arrêterais de le faire, justement, si tu veux être plus crédible. Quand tu dis, ah, j'ai pas fait par exprès, ben oui. C'est de me faire Ouais, croire ça, ouais. ouais c'est ça qui est tough. Fait qu'écoute, c'est une très, très bonne question, mais je pense que le règlement là, devrait être retravaillé à chaque année, ce qui est fait par de toute façon, les dirigeants nationaux, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour améliorer le jeu et d'avoir un jeu plus rapide. Mais écoute, moi, je danserais. Le troisième que tu as apporté, il est très, très bon. Là, ton point à toi, il est très, très bon. Mais c'est sûr que ça vient toujours à la même chose. C'est toujours les mêmes règlements qui font un peu mal. Un autre règlement qu'on pense jamais, c'est la reprise vidéo, mais sur une pénalité. Elle n'est pas accessible, celle-là. Tu peux le faire s'il y a un but avec un hors-jeu. Tu peux le faire avec un goaler qui est mis en obstruction, mais tu ne peux pas le faire s'il y a une pénalité. Donc, si le gars reçoit un bâton dans la face, il saigne, il est ouvert. On le voit souvent de toute façon nationale. Là, le gars est ouvert, ça saigne de partout, puis l'arbitre ne l'a pas vu, mais dans la NFL, tu n'as pas ça. Dans la NFL, tu as plusieurs arbitres, mais dans la NFL, s'il y a quelqu'un qui saigne, qui est à terre, il y a un problème, souvent, ils vont checker avec des caméras. Fait que, bof. C'est une autre affaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais la question est légitime. Honnêtement, là, je vais te revenir avec ça, avec le livre de règlement, puis je vais aller checker plus profondément, mais c'est une question à retour. Là. C'est vraiment une bonne question. OK, deuxième question. T'es-tu prêt à te creuser les manèges? Ah ouais, mon chum. OK, mise en situation. La LNH annonce qu'elle sac la Ligue à terre, on recommence à zéro, les équipes Yes. ont plus de joueurs. Il faut qu'ils fassent un repêchage là, complet pour repêcher là, tous les joueurs. C'est un peu un fantasy draft, si on veut. Là. Fantasy draft, ouais. Stéphane Grenier, tu es le DG de l'équipe qui repêche premier overall. Sur qui Ouais. tu jettes, que tu prends ta décision pour bâtir ton club? Quel serait ton first pick overall? Et Parce qu'il y a des bons choix là, pour vrai. Là. La façon que tu veux bâtir ton club aussi, est-ce que tu aimes mieux choisir un gardien d'élite? Est-ce qu'on y va avec l'âge actuel des joueurs? Oui. Ouais.
Ouais. Et Mettons que tabarouette. saison 2021, mettons 2022-2023, on sac ça à terre, on recommence, puis il faut que tu draftes. Tu draftes le premier overall. Là, évidemment, ça va être des joueurs, par contre, qui sont NHL présentement. Donc, tu ne peux pas, exemple, choisir Oh. Shane Wright. Oh. Tu sais, c'est Ah. vraiment avec les rosters NHL qu'on a présentement. Et tabarouette. Écoute, et tabarouette. Veux-tu que j'y aille avec le mien? Écoute, moi, j'irais avec l'attaque. Pourquoi? Parce qu'on est c'est une ligue rapide. Fait que Draisaitl ou McDavid. Mais tu sais, McDavid, ça serait le premier choix probablement de bien du monde. Draisaitl, probablement le deuxième. Mais oui. Avec la nationale qu'on a à Star, oui. Je te dirais peut-être le 5 ans, j'aurais choisi un gardien de but. Mais là, j'irais avec probablement un attaquant. Donc, lequel? Faut que tu choisisses lequel? McDavid. McDavid. Ouais. Moi, mon choix, ça serait Nathan MacKinnon. Parce que c'est un gars qui a également prouvé qu'il était là lorsque ça comptait, soit en série. Alors que, justement, McDavid, Draisaitl, quand ça devient plus intense, plus robuste, puis on sait que McDavid, il chialait souvent qu'il se faisait accrocher, qu'il se faisait frapper. Il n'aime pas ça se faire brasser, le petit Connor. Mais McKinnon, c'est un joueur qui a prouvé qu'en série, il était capable aussi de dominer. Fait que, oui, je sacrifie peut-être un peu de l'attaque en saison régulière. Il ne fera peut-être pas 135 points, 140 points comme McDavid. Mais je sais que c'est un gars qui va répondre présent lorsque le tournoi va commencer, le vrai tournoi. Fait que ça serait son pick. Puis il est encore jeune aussi. Oui. Fait que ça serait c'est un très bon pick. Là. C'est facilement dans mon top 5 que je choisirais facile. Là. C'est sûr, certain. Mais tu sais, encore une fois, c'est une question où tu vas te gruger les ménages, mais va te chercher un gars comme Ovechkin qui est en feu, qui va te faire vraiment 740 buts en carrière, sûr, mais qui est rendu à 35 ans. Tu sais, c'est une question à plusieurs choix multiples, mais c'est une bonne question. T'as des bonnes questions. Ça dépend toujours comment tu veux bâtir ton toi. équipe aussi. Est-ce que toi, quand tu vas faire ce repêchage fictif-là, est-ce que c'est pour gagner dès l'an prochain, puis après ça, je m'en fous qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux te bâtir à long terme? Fait que, tu sais, comme le choix d'Ovechkin, ce ne serait pas un mauvais choix. On s'entend que si tu prends ce choix-là, c'est qu'on prend pour acquis que toi, tu vas all-in la prochaine saison, mais après ça se peut que tu perdes justement des gars comme Ovechkin à la retraite. Tout dépendamment également comment tu l'entoures aussi. Là. Mais non, c'est ça, il y a tellement plein de volets. Est-ce que tu veux avec un défenseur aussi? Des défenseurs d'élite sont durs à trouver également, plus que des attaquants élites même. Ouais. Est-ce que tu y allais avec un Victor Hedman, un Cale Makar? Honnêtement, c'est pas évident comme question. Tu savais toujours comment tu veux bâtir ton équipe. Non, t'as Aaron Ekblad aussi. Là. T'as plein de monde. T'as tellement raison. Là. Roman Yossi, John Carlson, Adam Fox, c'est nouveau. C'est ça. C'est une bonne question. Puis écoute, je pense pas que dans un monde idéal, si tu mets les 32 équipes auraient probablement une vedette. Ah oui, ça c'est clair. Non, mais ça serait peut-être la seule façon que le Canadien pourrait avoir une vedette dans son équipe. Je pensais justement dire ça. Il y en a qui n'en ont pas. Là, comme ici, ça ferait peut-être du bien. À part Price, évidemment, mais là... Price une vedette, là, mais c'est là que tu vois que la Ligue nationale aujourd'hui, les goalers sont importants, les gardiens sont importants, mais ça doit pas être ta pièce maîtresse. Ça, je pense qu'on va l'avoir réalisé. Es-tu prêt pour la question mode de la semaine? Oh, yes. Qu'est-ce que Canada qui a dévoilé ses chandails pour les Jeux olympiques. Qu'est-ce que t'en penses? Une note sur 10. 7. Oh, 7. Ouais, je pas le chandail. J'aime le design, le logo, je le trouve très gros. Je suis pas l'édition préférée que j'ai, mais un petit 7 sur 10, là. Ouais, un petit 7 sur 10. Je vais aborder dans le même sens que toi. Je trouve pas les chandails laids, mais je trouve qu'on sort pas mal des sentiers battus avec le noir là, qui est vraiment mis plus en valeur. Moi, honnêtement, les vieux chandails de Hockey Canada là, dans le coin de 2007, 2008, 2009, là, honnêtement, ça va rester mes chandails préférés à vie là, de Team Canada. Mais c'est pas un mauvais chandail, mais on voit qu'on essaie de sortir un peu plus des terres battues, ce qui me gosse un petit peu, mais on va quand même donner un petit set là, pour l'effort. Là. Ouais, c'est un new age. Là, la fleur est différente, elle n'est pas découpée comme avant, mais je la trouve grosse. Tu sais, que tu checkes le chandail, là, il est. Il est huge, là, tu sais. C'est comme si ça avait comme une cible dans le ventre, là. Je sais pas. Non, on va dire comme toi, 2000. Même, je te dirais, début d'année 2000 aussi, il était beau. Ouais. Mais tu sais, là, ils font des reliefs d'un chandail. Là, puis on parle de chandail, c'est super drôle, là, mais ils font des reliefs. Puis si tu checkes le chandail Team Canada, là, on se dit que, tu sais, les chandails que tu achètes à tes enfants, là, qui ont comme un dessin qui est comme gonflé sur le chandail, là, tu sais, que c'est comme
Ça ressemble à ça. Ça ressemble, on dirait qu'il est comme. Je sais pas, moi, on dirait que c'est comme un fini boursouflé. Là. C'est comme si tu fais toucher puis c'était mou, là, tu sais. Non, c'est pas la meilleure édition. Mais 7 sur 10, il est beau. Moi, je trouve que Nike font le layout du gilet, du chandail, il est beau. J'aime les 2 stripes aussi, ça, c'est différent. J'aime aussi l'épaule, la comme de pad, l'épaule là, aussi qui est comme différent parce que c'est pas uni. Tu vois les couleurs du rouge qui sont là, puis dans la version rouge, c'est le noir. Mais non, visiblement, la genre de feuille canadienne n'est pas meilleure. Dernière question, on va revenir avec le Canadien. Bon, on sait que l'équipe là, se dirige là, vers une saison assez désastreuse. On sait qu'il va probablement avoir du mouvement, là, que ce soit la limite des transactions ou cet été. En prenant l'alignement actuel, donc on ne compte pas les espoirs, on ne compte pas les joueurs qui ont à Laval, ça serait qui tes intouchables chez le Canadien présentement? Il n'y a pas de limite. Et... Tu peux en choisir juste un, tu peux en choisir trois, tu peux en choisir 8 si tu veux. Mais pour toi, chez le Canadien, ça serait qui des intouchables? En vue de la date limite de transaction puis de la saison Ouais. qui s'en vient. Ouais, non, je comprends. Écoute, faut mettre dans le lien Cole Caulfield, juste parce qu'on n'a pas vu qu'est-ce qu'il y avait sur Cole Caulfield. Anderson, pour moi, reste un intouchable pour l'instant. Il n'y a pas tant de joueurs que ça. Suzuki, ce serait mon troisième. Pour vrai, on en parle de plus en plus. Puis je pense que Gallagher va être un joueur qui va partir dans les 2-3 prochaines années. Je pense que son contrat est trop lourd. Puis je pense que son temps à Montréal s'en vient. Je trouve ça dommage parce que c'est un joueur que le CH t'a tout sur le cœur. Je pense qu'on le sait. Mais tu me parles d'intouchable. Qui que demain matin il m'offre un contrat ailleurs, puis je dis non, c'est probablement ces trois-là. Donc Anderson, Caulfield, puis Suzuki. Mais pour le reste, j'ai pas vraiment d'intouchable. Personne n'a appelé pour Carey Price de toute façon. Je pense que le reste, il n'y a pas vraiment d'intouchable dans l'équipe. Là. Moi, j'en ai 4. 4 ou 5. J'ai Suzuki Caulfield, si on ne touche pas à ça, c'est la relève du côté du Canadien. Drouin, pour moi, comment je peux dire ça? C'est pas un intouchable. Je sais qu'aux yeux de plusieurs, c'est pas un intouchable, mais moi, c'est un joueur que je veux tellement qu'il réussisse à Montréal que j'aimerais Ouais. ça le garder, mais je suis conscient que dans la réalité de bien des gens, ce ne serait pas un intouchable. Mais moi, je le garderais. Mais c'est par préférence personnelle. Il n'y a aucune logique là-dedans. Il n'y a pas d'explication logique que je peux fournir. C'est juste que c'est un joueur que j'aimerais ça que ça fonctionnerait à Montréal. Puis Romanov en défensive parce que je pense qu'on n'a pas vu le plein potentiel de ce gars-là. Non. Oui, c'est un peu chaotique par moment, mais je pense que s'il peut atteindre son plein potentiel, ça peut devenir un genre de Orlov qu'on a mis justement à Washington, peut-être un petit peu moins Ouais. bon. Hey, c'est Mais, vraiment une belle comparaison, mais ça, pour ça vrai. pourrait être une comparaison intéressante dans son cas. Est-ce qu'il va atteindre ce potentiel-là? Ça se peut que non, mais honnêtement, je prendrais le guess de le garder. Mais sinon, pour ce qui est le reste, là, même Josh Anderson, c'est un joueur que j'aime, mais là, je vais sonner méchant de la manière que je vais dire ça, mais c'est. Comment je peux dire ça? Je trouve que c'est un faux power forward. Je trouve que c'est un joueur qui, des fois, va se donner des airs de power forward, mais c'est pas quelqu'un qui va l'être à temps plein. Tu sais, des fois, on voit des matchs que oui, il va avoir de l'air d'un train, mais il y a bien des matchs qui ne touchent pas à personne puis qu'il ne frappe pas tant que ça. Puis on dirait qu'il lui a un jeu, si je converge vers le filet, c'est beau qu'il réussisse à faire ça, que ça C'est fonctionne, vrai, hein? mais je trouve pas que c'est un vrai power forward, malheureusement. C'est pas un Tom Wilson, c'est pas un Brady Ketchuk. Ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont intenses tout le temps le long des rampes et qui vont tout le temps frapper. Mais Anderson, il va avoir un match qui va en frapper 4. Après ça, l'autre d'après, il ne touchera pas personne. Puis ça me gosse un peu pour la longueur du contrat qu'il a puis le salaire qui vient avec. Mais, honnêtement, est-ce que je le laisserai aller dès la première offre? Probablement pas. Mais c'est pas un joueur que je suis prêt à dire que ce sera un intouchable dans mon équipe. Moi, je pense que malheureusement, Josh Anderson est dans la mauvaise chaise. C'est un bon power forward. C'est pas le meilleur. Je veux dire, comme toi, il y a des joueurs qui sont vraiment meilleurs que lui. Par contre, moi, je trouve que présentement, il a assez de trop d'en faire. Je pense que son contrat n'est peut-être pas la meilleure stipulation. Là. Ce que je veux dire, c'est que ce joueur-là devrait converger vers le filet, avoir des lancers au but. C'est pas Maurice Richard, c'est pas Alexander Ovechkin, c'est pas un gars qui va marquer 45, mais c'est un gars qui peut déranger l'adversaire sur un trio offensif.
Donc, je pense que présentement, l'âme de l'équipe a mal. Donc, ça n'aide pas un gars comme Josh Anderson, mais en même temps, ça devrait être un gars qui devrait apporter des solutions. Puis je vais dire comme toi, si présentement, il ne nous apporte pas ce qu'on s'attendait de Josh Anderson, puis en même temps, ça devrait être un joueur comme ça qui se relève et qui brasse la bâchenne. Une coupe de rencontres que là, il se bat ou qu'il est plus intense, mais t'as raison. Ben, C'est un ce que joueur, je c'est un joueur pourrais, qu'il faut qu'il en donne plus. ce que je pourrais dire, pour mieux phraser ce que je veux dire, c'est que c'est un power forward inconstant. Oui, d'accord avec toi. C'est sûr que tu ne peux pas jouer une game en distribuant 7-8 mises en échec par match parce qu'à un moment donné, ça magane un joueur aussi, là, tout un joueur intense comme ça. Mais je trouve tellement que le clash est comme trop important entre une bonne game de Josh Anderson et une Ouais, ouais. game normale, mettons, de Josh Anderson. Totalement raison. Puis il y a des games qui étaient invisibles. Fait que ça, c'est les pires. Là. Mais tu sais, quand Anderson, mettons, il joue juste sa game normale, je trouve qu'elle clash trop versus une très bonne game. Tu sais, Totalement raison. c'est dur de mettre avec des mots précis ce que je veux dire, mais quand je regarde justement la comparaison que j'ai fait tantôt, Brady Ketchuk, tu le vois à chaque match, sans dire qu'il va frapper tout ce qui bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais il est tout le temps d'en face des joueurs adverses, puis il est tout le temps dans les coins, tout le temps devant le filet en train de faire chier les défenseurs, excusez du terme, là, mais c'est pas C'est mal ça vrai? qu'il fait devant le filet. Puis je vois pas ça d'Anderson, malheureusement. Puis tu sais, je l'ai pas vu beaucoup jouer à Columbus. C'est peut-être pas ce genre de joueur-là non plus. Mais je trouve juste que c'est un power forward à temps partiel, mettons. Mais tu sais, ça vient encore. Est-ce qu'on nous vend les joueurs de la mauvaise façon à Montréal? Peut-être. Colin, tu sais, à chaque fois qu'on va chercher un joueur, tu sais que Toffoli, là, il reste ses statistiques, là. Première saison est toujours magnifique, deuxième saison pourrie. Montréal, première saison magnifique. On prévoyait 50 buts cette année ou 45 buts. T'sais. Anderson t'es arrivé ici, détruisait tout, à vitesse à côté, elle allait partout. T'sais. Là, whoop, on se relaxe. T'sais. Puis, tu sais, on peut même prendre des exemples dans le passé aussi. Ah, il y en a eu plein. Max Domi, première saison incroyable. Bergevin a dit on va le signer pour à long terme. Domi, inquiétez-vous pas. Deuxième Boom. saison, ça a fait de patate. Ils l'ont échangé l'été d'après. Mm-hmm. Je sais pas si c'est l'effet d'engouement parce que tu joues pour le Canadien. Après ça, là, tu connais une grosse saison, mais là, tu vois un peu c'est quoi le marché de Montréal, puis on dirait que ça a un effet sur la deuxième saison. Je ne sais pas. C'est-tu dans l'eau à Montréal? Qu'est-ce qui se passe quand ils boivent ça? À place d'être une potion magique comme Astérix, c'est l'inverse. Là. Ils sont moins bons à la deuxième saison, je ne sais pas. Mais c'est plusieurs exemples comme ça qu'on pourrait noter là, de joueurs que dès leur arrivée à Montréal, c'est quasiment une Messi. Puis l'année suivante, Charbay, il est parti. Là. Non, t'as raison. T'as raison. Puis, tu sais, les expectations sont-tu trop hautes? Moi, je pense pas. Mais c'est difficile à dire. Pour vrai, j'ai rarement vu une équipe. Tu sais, 5, on est quoi, 5-13-3, je pense, là, ou 5-13-2. J'ai rarement vu une équipe. 5-14-2, c'est encore pire. 5-14-2. Tu sais, je sais pas. C'est difficile. C'est pas ce qu'on est habitué de voir avec une équipe sur papier qui devrait être meilleure que ça, mais en même temps, on le dit tout à l'heure, si ça part pas d'en haut, ça part d'en bas, mais il n'y a rien qui part d'en bas, il n'y a rien en bas, fait qu'il n'y a rien en haut. C'est un melting pot de niaiserie cette année. Puis je pense que ça joue sur le moral, mais là, c'est toujours le même débat. Est-ce que les joueurs ne veulent pas venir jouer à Montréal? Moi, je pense que ça existe. Pas seulement dans les Québécois, mais je pense que ça existe. Je pense que la base de fans est très forte à Montréal, mais je pense que c'est pas tous les joueurs qui aiment avoir une bande de force. Avoir 22 caméras d'en face avec 19 stations de radio puis 62 télévisions de vision à compter. Puis là, il faut que tu parles français dans une publicité comme Cole Caulfield. Sinon, tu ne seras pas accepté. Puis c'est pas c'est sûr, c'est de la merde. Là. Bon, on va se le dire, là, puis c'est vrai, mais en même temps, ça fait partie de la game. Donc, c'est de même depuis 110 ans, 112 ans à Montréal. Là. On ne renversera pas le monde. Fait que, tu sais, est-ce que vraiment les joueurs sont excités la première année puis après ça, sont excités? Probablement. Probablement. Il y en a qui sont excités toute leur vie à Montréal, il y en a qui ne seront pas. Mais ça revient toujours au même bon débat. Là, c'est toujours la même chose. J'en connais un, moi, par exemple, qui aimerait ça avoir 14 Kodak d'en face, faire des publicités en français, puis il est joueur autonome à la fin de la saison, puis il a déjà porté l'uniforme du Canadien. Je vous laisse deviner c'est qui. Ah ouais? Qui ça? Un certain Piqué Souban. Ah boy. Ah, scrap cette affaire-là. Non, mais pour vrai, non, si, mettons, il demande un contrat de 2-3 millions
À droite, on est pourri, il n'y a personne. Bon, si tu m'offres 3 ans, 3 millions, 3 ans pour 9 millions, je le prends. Il va demander 5 et plus, puis je le prendrai pas. Ah non, ça c'est clair. Là. Ça, C'est de valeur, c'est de valeur, parce que, mais tu sais, encore une fois, Piqué Souban, puis ça sera pour un autre podcast, puis c'est une bonne réflexion, mais Piqué Souban est dans le mauvais sport. C'est plate à dire, là, mais le parce hockey, qu'il essaie d'amener la mentalité de la NFL, de la NBA, exactement. dans la NHL, mais c'est pas de même que ça marche pas en tout. Malheureusement, il y a des sports que c'est pas comme ça. Puis le hockey n'a jamais été comme ça, puis ça sera jamais comme ça, dans ce que je crois. Piqué Souban, c'est un vendeur de marque, il avait son nom était important. C'est pas ça la Ligue nationale. Puis je te dis pas que c'est bien comme la Ligue nationale roule présentement, mais Piqué, le problème, c'est quand il était plus gros que le vestiaire. Puis ça va toujours être un problème, pas juste à Montréal. Il a fait quoi, là? 5 équipes en 5 ans, là? Ben, il en a fait 3. Il a fait Montréal, Nashville, New Jersey. OK, 3 il ne reviendra sûrement pas à New Jersey à la fin de la saison. C'est ça. Fait que, puis malheureusement, c'est un bon défenseur, c'est une bonne personne, c'est sûrement un très bon coéquipier. Il est toujours au même. Ben écoute, Stéphane, c'est ce qui va clore notre 9e podcast. On fait ça, c'est une question pour notre podcast 10. Ça marche-tu, ça? Je te lance ça live de même, puis on en parle au prochain podcast. Est-ce qu'on tank ou non? Oh, ben moi, la réponse, c'est oui. Moi, je veux Shane Wright à Montréal. Moi, c'est clair. On en reparle au podcast numéro 10. Ben oui, on va se garder ça pour le 10e podcast. Ouais, on va en parler de ça parce que là, tu connais mon opinion, mais on va approfondir ça sans hésitation. On va arriver avec un peu de viande sur l'os le prochain podcast. Yes, encore une fois, un gros merci et je te souhaite la meilleure chance là, pour ce week-end parce qu'évidemment, un nouveau membre de la famille va voir le jour. Yes. Donc, ça se peut qu'il n'y ait pas de podcast la semaine prochaine en raison de ça. C'est bien correct. Donc, prends le temps de t'occuper de ta petite famille. On prendra ça lorsque tu auras pris le dessus un peu avec tout ça. Et sinon, moi, dans le pire des cas, la semaine prochaine, j'essaierai de faire un podcast soit avec un substitut ou avec un invité que je n'aurais pas de relancer, mais que ça ne fonctionne pas malheureusement, mais on va essayer de setter up quelque chose. Mais sinon, encore une fois, la meilleure des chances pour ce week-end. Et on se retrouve là, pour le podcast numéro 10, pour la dizaine. Yes. Hey, j'ai hâte des ballons, let's go. On va souffler des ballons, aucun doute. Merci à vous autres. Bye, bonne semaine. Yes, salut.